dernière conférence avant un keynote, pour les plus motivés. Donc on va découvrir ensemble Kyverno. À main levée, en fait, qui connaît déjà Kyverno avant de venir? Qui a déjà utilisé, testé l'outil et en production? Qui a utilisé en production? Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent juste pour l'aspect conformité, plus moins technique en fait un peu? Ok. Donc du coup, parce que l'objectif c'est aussi de couvrir un peu toutes les populations. Donc j'ai 40 minutes pour vous annoncer que Kyverno c'est de la dynamite pour les gens qui ont la ref. Donc, au niveau de la conformité, donc on est dans un contexte Kubernetes, donc ça peut piquer un peu. On est au cœur du réacteur hein, et j'essaye de pas. Il y a du YAML, ça pique. Et donc d'expliquer le principe général en fait de la conformité et comment ça fonctionne. C'est un retour d'expérience donc de mon client, chez qui moi j'interviens en tant qu'architecte sur toute la stack du CDN jusqu'aux bases de données, etc., de la partie cloud. Et l'objet, c'était de zoomer sur la partie Kubernetes. Il y a donc trois plaques, Asie, Europe et États-Unis. Et donc sur des applications assez critiques, sur la partie tout ce qui est authentification, fidélisation, gestion des comptes, donc des données personnelles et surtout des temps de réponse qui doivent être assez réactifs. Et c'est géré par des équipes tant archi que SRE, etc. C'est assez mature. Hein. Donc quand moi j'arrive, les clusters tournent déjà bien. Il y a tout ce qui va bien en termes de CI/CD, en termes de SRE avec Datadog et de supervision, à l'intérieur des outils comme Keda, etc. pour gérer l'autoscaling. Donc les clusters fonctionnent bien. Et en fait, pour autant, quand on regarde un petit peu, il y a toujours en fait, un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, des fissures qui apparaissent dans les clusters. Et l'idée, c'était de traiter en fait, toutes ces choses qui sont à côté. C'est-à-dire que voilà, on a beau avoir une prod fonctionnelle, etc., il faut être vigilant. Les sources de problèmes déjà de base, hein, et donc par exemple les request limits qui manquent, qui ne sont pas définis ou mal définis. Et donc à chaque fois, pour chaque ligne, il y a un sujet à faire un talk. Hein. Là, il y a un talk de Denis qui connaît juste le scheduling. C'est vraiment important pour la partie scheduling en fait. Pour la partie propriétaire des ressources, il y a toutes les entreprises déjà n'ont pas des labels qui vont bien, mais il faut penser qu'en plus, avec les réorganisations tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait, les ressources bougent et en fait, ce ne sont pas forcément à jour. Et donc ça, c'est des problématiques qui reviennent régulièrement et on les avait rencontrées. Des API qui vieillissent, donc le système vieillit, la plupart des workloads avancent. Par contre, pour certains domaines qui sont moins critiques, etc., on oublie et il reste des vieilles choses. Des conteneurs pas sécurisés, là encore, c'est une arlésienne. Il y a des TOC qui existaient déjà à l'époque de Docker, qui sont revenus sur Kubernetes, etc. Et aujourd'hui, en fait, quand on arrive, on retrouve en fait toujours des applis, des cas d'usage, donc des conteneurs qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Des images, donc là sur la supply chain, on y reviendra, mais s'assurer qu'en fait, on a la main de plus en plus avec le contexte d'attaque aujourd'hui, essayer d'avoir nos propres registres privés, et plus que ça, en fait, suivre tout le contenu et s'assurer qu'en fait, elles ont passé les tests, etc. Donc il y a un gros travail sur cette partie-là. Et en fait, après, des ressources qu'on oublie de définir, donc des environnements éphémères, des POC, ou des choses qui ont tourné, qui ont eu un temps de vie en prod, et puis en fin de décommissionnement, on les laisse un petit peu le temps de vie une fois que le projet est mort, mais on oublie, et après, elles restent. Les problèmes de nomenclature, voilà. Donc toute chose, là, on est vraiment sur des problèmes du quotidien, etc. Et c'est comment on arrive déjà, sur ces sujets-là, à stabiliser. En quoi Kyverno va nous aider? Donc, je prends un premier exemple qui est le stagiaire qui déploie des images latest. Je prends le stagiaire, c'est pareil, c'est pour être gentil, mais en fait, dans les entreprises, on trouve encore des images latest, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément un bon pattern. Hein. Dans les formats d'images, en fait, donc on a, j'espère que je ne vous apprends pas grand-chose, mais la partie registry, la partie repo, la partie image et tag. Le tag est facultatif. Si on ne le précise pas, on a la dernière version.
Et la dernière version, celle d'aujourd'hui, n'est pas forcément celle de demain. Donc en fait, quand on fait tourner son image en production, il y a un risque que du jour au lendemain, ça ne fonctionne plus. Le tag ne couvre pas beaucoup plus que le latest, parce qu'en fait, le tag, c'est qu'une étiquette sur un commit. Donc en fait, techniquement, peu de gens le font, mais en fait, on peut tout à fait déplacer le tag. Donc il ne faut pas se fier au tag. Le mieux, c'est des digests, le SHA-1 en fait, de l'image. Là, au moins, celui-là, il est constant dans le temps. Il y a aussi des remarques par rapport au format avec le passage à la R34 où en fait on va devoir avoir le nom long des images. Donc pensez, il doit y avoir pas mal de descripteurs de YAML qui parlent juste le nom de Ubuntu, Nginx, etc. Et voilà, avant de passer en R34, pensez à changer et mettre déjà les noms longs. Donc si vous utilisez des registres internes, en principe vous êtes déjà couvert. Mais... Voilà. Une petite démo. Donc vraiment basique, je passe du temps dessus, mais c'est juste un pod, l'entité de base, et avec Kyverno mode policier. D'abord, on installe le produit. Hop. Donc, je vous propose en fait un cluster Minikube qui est sur mon poste, créé pour l'occasion. Dedans, j'ai juste les namespaces de base. Et je l'installe avec la méthode Helm. Donc, j'installe d'abord un repo. Donc, Helm, c'est un outil de packaging. Je ne vous apprends rien, c'est en dehors du scope du... La bonne pratique, on fait un update. Et surtout, donc là, j'installe Kyverno basiquement. Je n'ai pas mis d'options particulières, etc. Juste, je lui demande de créer le namespace Kyverno. Il s'installe dans le namespace et il le crée. On a un certain nombre donc par défaut, donc, il est installé, il installe des custom resources, l'admission controller qui est l'outil principal, pour faire des reports, des clean-up et du backup. Et il est gentil, il nous dit qu'il ne faut pas tourner en production avec un seul déploiement parce qu'on est assez sensible. Il y a d'autres choses à tuner avant de passer en production. Et après, on a un deuxième point qui est, je ne sais pas pourquoi il insiste sur cela, mais sur les policy exceptions, on verra plus tard aussi, c'est un outil qui peut être pratique. Voilà, donc là, Kyverno installé, donc voilà, il a créé son namespace, il est dedans, et dans le namespace, je retrouve ce qu'il a annoncé, donc les 4 contrôleurs de base. Là, ils sont en un réplica, voilà, les pods. Ensuite, première policy, je retrouve mes namespaces, et donc je crée en fait un pod, je fais d'abord un namespace applicatif, dans lequel je vais déployer mon appli, et il est créé, il y a 2 secondes. Et voilà. Donc là, le pod de base, donc le pod, l'entité de base, en fait, peut contenir plusieurs containers. Juste là, je lui donne un nom, je lui donne la namespace appli, je donne un nom au conteneur, appli conteneur, et surtout, donc, je prends l'anti-pattern Nginx latest. Et j'essaye de le créer, par défaut, j'ai installé Kyverno, mais par défaut, ça passe. Forcément, je n'ai pas rajouté de policy. Donc, on va nettoyer. J'efface ce que je viens de créer. Il n'y a plus rien. Et maintenant, je vais commencer à créer une policy. Donc, là, hop, ça dépasse l'écran. Si c'est assez grand ou pas, au fond, vous voyez. Donc, on reprend. Donc, dans la famille Kyverno, je choisis une cluster policy. Et je lui donne un nom. Dis-hello latest tag, c'est mon objectif. Dedans, par défaut, on a dit on la mettait en mode policier, donc pour l'instant, là, j'y vais violemment, je mets en enforce, c'est bloquant. Dedans, j'ai un tableau de règles. Donc là, pour une policy, je peux mettre autant de règles que je veux. Et ici, fonctionnellement, en fait, déjà, on voit juste pour interdire un tag, il y a déjà du texte. La première, en fait, je vais dire que je veux qu'il y ait un tag. Donc l'expression, simplement, on sépare par rapport aux 2 points. Je veux une partie avant, une partie après. S'il n'y a pas une partie avant, une partie après, je vais bloquer. Et on s'aperçoit qu'il y a des conteneurs, on en a déjà dans 3 choses. Il y a des conteneurs dans les spécifications, des init conteneurs et des éphémérales conteneurs. Ensuite, et donc du coup, si je suis dans ce cas-là, je mets un petit message pour prévenir. Et après, on a une deuxième, parce que ce n'est pas le tout de demander un tag, j'ai une deuxième où, avec le point d'exclamation, j'interdis que la deuxième partie soit latest. Je passe un peu de temps pour expliquer, mais donc, et après on met donc toujours dans les 3 catégories, conteneur, init, conteneur, etc. Et je donne un message. À partir de là, je crée la policy. Elle est créée. Et j'essaye de créer mon pod. Et là, voilà. Ce que j'aime bien aussi dedans, c'est donc le message est vraiment très explicite. C'est-à-dire que après, quand on a des IHM, etc., ce message-là remonte plus haut et il est habillé.
Mais ici, on voit déjà le nom du fichier qu'on a créé, et sachant que le fichier peut créer plusieurs ressources, il peut être multi-ressources. Donc là, on a le nom du fichier, on voit le webhook qui est interdit, donc c'est la partie validate de Kyverno, et on a le nom de la ressource dans le fichier. En fait. Donc là, on voit qu'il faut que j'en avais qu'une, mais c'est la ressource pod dans la MSF appli avec le nom de la ressource. On a le nom de la policy qui m'a bloqué et voir le nom de la rule dans la policy qui a bloqué. Et je retrouve mon message using a mutable image is not allowed, etc. Donc en termes de debug, etc., parce que là il y en a une, hein, mais quand on en a beaucoup, en fait c'est très pratique d'aller redescendre jusqu'à la règle. Et ce n'est pas qu'un message d'erreur, il a vraiment bloqué, il n'y a pas de ressource créée. Ça marche dans le cas de blocage. Par contre, si maintenant je fais mon pod avec une version, donc là du coup au lieu du latest, je mets la version, on crée la ressource et le pod est bien créé. Voilà. Là, on a déjà fait 90% du talk, hein, mais sur la partie policier. Dans la vraie vie, on ne crée pas de pod, on crée des cron jobs, des stateful sets, des deployments, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on fait un deployment? J'aurais dû, dans les rules, en fait, il y a une partie où on dit on cible les pods. Donc, en fait, mes règles aujourd'hui, là, elles ciblent que les pods. Et en fait, moi, je voudrais, là, je fais un exemple d'un deployment. Donc, cette fois-ci, en fait, l'avantage, c'est que je définis toujours des pods, mais avec un nombre de répliqués qui est à 2. Et donc là, je fais un déploiement en utilisant toujours une image latest. Et je ne fais pas trop de teasing, mais en fait, alors que j'ai ciblé que des pods, ben là, en fait, Kyverno a suffisamment de connaissances sur comment fonctionne Kubernetes pour le bloquer déjà. Donc on retrouve le fichier YAML que je lui ai proposé, toujours le webhook, et là on voit que la ressource, c'est une ressource de type deployment, dans la MSF appli deployment. J'ai le nom de la policy, celle que j'ai écrite, et là on voit par contre il y a un petit autogène qui est devant le nom de la rule que j'avais écrite. Voilà. Donc c'est déjà un petit côté sympathique en termes de produit, on va plus loin que juste là, ce que j'avais défini. Donc là en fait, on zoome après, c'est ça, dans les rules, comme ça ne tient pas à l'écran. Donc moi, mes règles que j'avais écrites, elles ciblaient que les pods. Donc, et je retrouve vraiment dans les specs, tel que le fichier est appliqué, ça reste comme ça. La surprise, on la retrouve dans les fichiers, dans la partie status en fait, de mon pod. En fait, il y a un tableau avec les règles, et en fait, on voit qu'il a créé automatiquement donc des règles en autogène qui couvrent en fait les autres types de ressources, daemon set, deployment, job, etc. Et on voit que cette fois-ci, avant, on avait object, spec et container. Là, on voit qu'on a un template intermédiaire. Donc, en fait, il a vraiment la connaissance des choses. Donc là, il le fait pour le daemon set. Il le fait aussi pour les cron jobs. Et après, dans le paramétrage du Helm chart, etc., on peut venir l'étendre si on a d'autres ressources qui retrouvent le pattern de pod, sans même lui expliquer où ça se trouve. En fait, juste on rajoute le nom des ressources qu'on veut. On peut étendre en fait, et il nous fera des règles autogènes pour toutes ces ressources-là. J'avais les autogènes sur le require tag, et j'ai encore les autogènes sur les validate, donc là pour les daemon set, etc., et pour la partie cron job. Toujours dans le status, j'ai aussi le comptage. Je vois qu'en fait, là, ici, c'est la partie validate qui a été trigger. Elle a été trigger 2 fois. Et si je fais un bet describe, par contre, je vois les events. Et dans les events, en fait, je vois qu'elle a été déclenchée une fois en warning il y a 3 minutes sur le pod et il y a 2 minutes sur la partie deployment. Voilà. Donc ça, c'est aussi la partie détail en fait, de toutes les informations qu'on a sur les logs, etc. C'est vraiment assez précis. Comment ça fonctionne? Donc du coup, on est sur Kubernetes. Par défaut, il y a les nodes, il y a des schedulers, etc. Il y a un certain nombre de choses. On ne va pas rentrer dedans tout le cycle de vie en fait, des ressources à l'intérieur du cluster. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le cheminement ici. En fait, les requêtes arrivent sous forme de fichiers YAML ou JSON en fait, par les différents outils, que ce soit kubectl, que ce soit du Flux, du Argo CD, que sais-je, du Rancher, etc. Au final, en fait, on soumet les requêtes au format fichier YAML. Il y a l'API serveur qui les récupère. Et le but du jeu, c'est d'être persisté dans la base de TCD. Une fois qu'on est dans la base de TCD, on existe au sein du cluster. Et donc, si on zoome sur cette partie-là, en fait, donc, une fois qu'on récupère la requête, on a une première partie qui est authentifiée. Donc, historiquement, il y avait une partie anonyme, etc. sur les clusters. Ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, tous les clusters ont au moins l'authentification en interne. Donc, on n'accepte que des requêtes authentifiées. Il y a une première étape qui va nous permettre de modifier, d'altérer en fait
les requêtes. Donc typiquement, c'est là où si on fait de l'injection de secret ou si on fait du service mesh, etc., c'est ici que ça vient se mettre en place. Kyverno peut s'insérer insérer ses webhooks ici. Une fois qu'on sait qu'elle ne va plus bouger, en fait, on a la partie validation du schéma pour vérifier que ce qu'on va persister, c'est quelque chose de valide et que ça respecte le schéma. Il nous reste une dernière étape qui est la partie validation, dans laquelle déjà, naturellement, Kubernetes peut faire la partie airbag, etc. C'est le moment où on décide oui ou non on accepte la requête. Kyverno, en fait, la démonstration qu'on a pour le pod, c'est ici qu'on est venu s'installer. Et donc après, une fois qu'on a respecté toute la règle du jeu, on se retrouve persisté en base de données. Voilà. Une fois qu'on a cadré, en fait, la problématique en général des personnes, c'est ben oui, mais ok, j'ai un outil, mais comment je m'en sers? Donc la première chose que je propose, moi j'aime bien Popeye, il y a d'autres outils qui font la même chose, mais c'est déjà aller regarder à l'intérieur du cluster ce qu'il y a, ce qui ne va pas, etc. Popeye a cet avantage, en fait, on peut le scanner par namespace, par type de ressources, par différents aspects ou la totalité du cluster. Et en fait, il va aller repérer ce qui est très grave, ce qui est grave, etc. Et il nous donne en fait un certain nombre de requêtes et ça lève pas mal de lièvres. Donc si on ne sait pas par quoi commencer déjà, commencez par Popeye. Vous avez une note après qui va de A, B, C, D, E, etc. Et ça, voilà, le principe à chaque fois, c'est vraiment déjà d'avoir conscience de ce qui est déjà. Et après, de là, on pourra commencer à mettre des règles, des policies avec Kyverno. Deuxième point, donc je vous disais, on a fait beaucoup de YAML, on est bas niveau, donc c'est très technique. Par contre, après, si on veut commencer à animer les équipes, etc., une UI, c'est pas mal. Et donc, on a Policy Reporter, qui est un autre produit, mais qui fait partie à part entière du produit Kyverno, et qui permet de voir par namespace, par type de ressources, etc., tout ce qui est compliant, tout ce qui ne l'est pas. Et voilà. Alors là-dessus, comme remarque, en fait, déjà, c'est qu'on voit qu'en fait, on a aussi du Trivi, etc. Il peut y avoir du Falco et le produit, en fait, les policy reports et tout ce qui a été amené par Kyverno, en fait, rencontre pas mal de succès et beaucoup d'adoption. Et ce qui fait qu'en fait, déjà, aujourd'hui, ces équipes-là, au niveau de la SNCF, viennent à implémenter des plugins dans Policy Reporter. Il faut savoir qu'en fait, ça plaît tellement qu'en fait, il y a un nouveau, c'est le format des reports est en train d'être passé en Open Report qui sera complètement indépendant de Kyverno. Et donc, pour l'instant, c'est tout jeune. Il y a une roadmap de migration du format des API report et de l'UI. Mais donc, à 6 mois, 1 an, vous pouvez vous attendre à avoir Open Report à terme. L'autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, dans la vie, tout n'est pas tout vert, tout rouge. Il y a aussi du gris. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on va mettre une règle, l'idée, c'est d'essayer d'avoir 100%, etc. C'est pas en fonction des choses. Il y a des fois des cas légitimes où on sait qu'on veut pas, c'est autorisé, en fait. Une fois que ça a été acté, validé, etc., plutôt que d'aller customiser la ressource pour aller respecter ce cas-là, en fait, il y a des policies exceptions. Donc la petite option qu'on avait dans la M-Chart au départ, il disait attention, ce n'est pas activé. Ce n'est pas activé par défaut pour des problèmes de performance, c'est-à-dire que si on ne s'en sert pas, autant pas activer, comme ça on est plus réactif. Toujours pareil pour éviter l'overhead. Et sinon, en fait, donc là, pour un outil, par exemple, en termes de sécurisation, un outil qui aurait des capacités réseau, etc., pour faire un outil de monitoring ou un outil système, par exemple. Donc là, mon outil important, qui est dans le namespace Delta, et donc je m'intéresse au pod et au deployment, par exemple. Donc là, le pattern étoile me permet de couvrir à la fois le nom du deployment et des pods. Et je peux lui dire qu'il a le droit de ne pas respecter la policy d'ISO host namespace et puis les règles. Donc on peut descendre à la granularité de la règle. On peut dire un outil bien ciblé, validé par la sécurité ou les instances, etc., a le droit de ne pas respecter. Et ce qui fait que Kyverno, il laissera passer. Et dans Policy Reporter, vous l'aurez en gris. Donc en même temps, vous avez toujours pareil en termes de visibilité, vous voyez tout de suite, vous avez conscience qu'il y a ces choses-là et que c'est normal. Étape suivante, le produit est en place. Alors, en fait, maintenant, on a une policy, ça ne va pas loin. Donc l'idée, c'est de récupérer des policies sur étagère. Au niveau du site officiel, donc déjà, il y a la documentation. Donc si vous adoptez le produit, il faut commencer par là. Il y a un playground qui vous permet de tester en fait, faire mumuse avec, etc. Si vous voulez rédiger vos propres policies ou en tester d'autres ou les éditer, etc. Et il y a une partie policy. Et là-dessus, en fait, là, il y a vraiment une énorme catégorie de politique.
à choisir. Donc là, la liste, quand on déroule, ça va très très loin, il y en a pas mal. On voit qu'il y a à chaque fois, de plus en plus, ils pivotent sur le format SQL. Historiquement, en fait, Kyverno, par rapport à un produit comme Gatekeeper, qui est un concurrent, Gatekeeper a été basé sur un langage Rego, qui était la marche d'apprentissage est un peu compliquée, mais très efficace. Kyverno, il venait combler la partie justement, toujours le côté simplicité, apporter l'accès à la conformité dans Cube. Et donc propose des politiques en YAML. Tout ce que je vous ai montré, c'est tout en YAML, etc. Donc l'avantage, c'est que c'est lisible, c'est assez facile d'accès, etc. L'inconvénient, c'est que le parseur YAML a un petit coût aussi. Et donc le langage qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est CEL, qui était prévu pour c'est Common Expression Language, c'est toujours un langage de validation d'expression. Et lui, il est précompilé et il est performant. Il était prévu pour des reverse proxy, chez Cloudflare, etc. Donc du coup, il est beaucoup plus performant. Et là, on voit pour du Argo, pour les best practices, etc. En ce moment, on trouve les versions YAML, les versions CEL. Donc si c'est pour la performance, partez directement sur les policies en CEL. Dernière chose sur ce slide, en fait, j'ai parlé des API vieillissantes, donc j'ai fait exprès de choisir la Check Deprecated API. Donc ça, c'est pratique, c'est quand on part, en fait, comme tous les produits, Kubernetes ne fait pas exception. En fait, les API et les API évoluent dans le temps, etc. Et à un moment donné, il y a des breaking change, ou en tout cas, il y a des parties qui sont plus supportées. Donc, à partir d'une certaine version, elles sont notées deprecated avec l'annonce du remove dans une version ultérieure. Donc, en fait, tout est connu, tout est publié, etc. Donc, du coup, là, on a la policy qui est déjà remplie, on sait déjà tout ce qui va disparaître. Donc, l'idée, c'est d'appliquer... toujours pour rendre visible, etc., c'est d'appliquer la policy en mode audit sur votre cluster, et comme ça, vous avez tout de suite un ordre d'idée de tout ce qui va poser problème avant de faire vos montées de version majeure. Un petit mot sur le playground, bon là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça existe aussi Kyverno a une CLI qui permet de tester en ligne de commande. Vous prenez une policy, vous l'appliquez sur une ressource ou n ressources, etc., et comme ça, vous pouvez le voir en ligne de commande. Le côté plus sexy, ici, vous l'avez directement sur le site web. En fait, vous avez votre politique, vous avez la ressource d'exemple, et vous cliquez, et ça vous dit oui, non, ça passe ou ça passe pas. Vous pouvez éditer, et vous pouvez importer, si vous avez des CRD, des custom resources qui ne sont pas connues du site, vous pouvez les importer pour faire vos... Donc voilà, là, c'est confort. Et ça vous permet, même si vous avez déjà une politique que vous avez téléchargée, que vous voulez l'éditer pour la customiser, toujours parmi les outils. En termes de méthodo, sur un outil assez central comme ça, l'idée c'est de commencer tranquillement. Justement, il y a plein de politiques à télécharger sur Internet. Mettez pas tout, et sinon vous allez avoir un sapin de Noël, et puis ce sera pas forcément, vous n'aurez pas avancé grand-chose, vous aurez juste un outil en plus et rien d'autre truc. Donc commencez par une première, vous la mettez en audit, vous voyez le taux de conformité, et déjà vous avez un état des lieux. En deux, après, c'est le suivi, c'est l'animer auprès des équipes, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on voudrait, l'objectif. En fait, l'objectif, il est commun à tout le monde, c'est d'essayer de partager, de dire, bon, pour cette règle-là en question, comment on l'implémente. Déjà, par rapport à toutes les équipes de dev, il y a, selon que ce soit du PHP, du Java, etc., où il n'y a peut-être pas la même façon de l'implémenter. Donc, il faut noter, on se met d'accord sur la façon de l'implémenter. Une fois qu'on a la façon de l'implémenter, on l'implémente, mais on le durcit en fait, dans la CI/CD, en pré-commit, sur les différents tests, etc. Et après, et là, on voit déjà le temps qu'on a consommé pour une règle et combien ça fait une ABAC pour voir un petit peu le temps qu'on a passé. Et après, on la passe à Enforce. Et là, ça permet d'être sûr qu'une fois que... moi, j'aime bien le passer en Enforce une fois que c'est partagé, que tout le monde est à la solution, pour ne pas avoir le côté irritant de c'est bloqué au niveau du cluster, à la fin, etc. Donc, garder en fait les bonnes pratiques de DevOps, de CI/CD, etc. pour qu'en fait, ce soit bien accepté, vivant, et que tout le monde soit partie prenante dans le sujet. Et ensuite, à ce moment-là, en fait, on peut itérer avec d'autres policies. On sait aussi, on a un ordre d'idée de l'effort qu'on va y mettre, etc. Donc, moi, le fait de passer à Enforce, je compare toujours ça à la cale dans la route d'Heming, c'est le fait de ne pas reculer. En fait, je l'utilise à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut au niveau de l'entreprise, et comme ça, on ne se pose plus la question, et c'est qu'on n'aura plus de régression là-dessus, et on n'a surtout pas de charge mentale, on passe à autre chose de façon sereine. Voilà, donc garder toutes les bonnes pratiques. Hein. Quand je dis pratique DevOps, moi c'est le côté humain d'abord, vraiment le travail avec les différentes équipes.
Et au niveau technique, dans les pipelines de CI/CD, le fail fast, qu'on le sache au plus tôt, qu'on ne perde pas du temps à s'en rendre compte à la fin, les tests unitaires de qualité de code, de régression, de statique dynamique. Donc il y avait un talk ce matin en tout début sur la sécurisation, ça fait écho à ça. Nous, après que ce soit du Kustomize ou du Helm chart, c'est bien aussi de faire porter par les outils de packaging de la maison, ce qui fait comme pareil, les développeurs se concentrent sur le code et les bonnes pratiques sont implémentées par les Helm charts, etc. On ne se pose plus la question. L'étape suivante, on va plus loin, donc cette fois-ci c'est la partie, donc là ça fait vraiment, quand j'étais au Toddler ce matin, ça fait vraiment écho, c'est la partie, donc un des use cases de conformité, c'est juste la partie sécurité, donc le CISO qui va nous demander de sécuriser nos conteneurs. Et là-dessus, donc c'est tout un métier, c'est que chaque sujet à chaque fois ça fait écho à des choses. Donc là le sujet de la partie sécurisation, donc que les applications ne tournent pas en route, les file systems soient montés en lecture seule pour éviter le côté intégrité, en fait, pour être certain que les conteneurs ne soient pas modifiés, les namespaces, les capacités, etc. Donc tout est documenté, en tout cas toutes les règles de base qui devraient être implémentées déjà par défaut sont dans la doc de Kubernetes. Et en fait, le principe, c'est tout packager dans les pods security standards avec différents niveaux. Le privilège, en fait, il n'y a rien, c'est pas restricté. Et en fait, après, il y a baseline et restricted selon la volonté de l'endroit où on veut aller. On peut l'appliquer en tant que Kubernetes Vanilla. Là-dessus, Kyverno vient encore nous aider. Et donc, on a installé un repo Helm tout à l'heure. Il y avait l'installation du produit en tant que tel, mais dans le même repo, en fait, on a un produit Kyverno Policy qui est basé, qui respecte toute la documentation. On n'a plus qu'à préciser le niveau, baseline ou restricted, et puis pareil en audit ou en enforce, il y a encore plus de granularité, on peut faire des exclusions. Si on ne veut pas prendre la totalité du package, on peut dire je peux en exclure, etc. Donc, mais là, on est pris en main, c'est un M-chart, on l'installe, et donc du coup, on peut faire une petite démo. Donc là, tout à l'heure, le repo était déjà installé, donc juste j'installe. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, je l'installe, en fait, c'est un M-chart, il est versionné. En fait, et donc, je l'installe ici dans le namespace Kyverno. C'est qu'en fait, une fois qu'on a créé toutes les règles, etc., l'avantage du côté versionné, c'est qu'on peut les installer côte à côte, deux versions. C'est-à-dire qu'on a la version courante qui est bien travaillée, qui peut être en enforce. La nouvelle, on n'est pas encore sûr qu'on soit tout compliant, on peut installer la version N+1 en mode audit le temps qu'on arrive à travailler dessus. Donc là, ici, en fait, elle est installée, donc on a la version qui est installée en mode audit avec le profil baseline. Et donc, du coup, derrière, on récupère les policies. Donc, on retrouve notre policy de tout à l'heure il y a 18 minutes et toutes les autres, en fait, elles sont déjà implémentées. Donc, on sait qu'on implémente la documentation officielle avec peu d'efforts. En mode audit, par contre, il y a un gros effort à faire de sécurisation pour avancer. Mais au moins, on peut communiquer, on a la visibilité, on peut communiquer sur les indicateurs et dire voilà, j'en suis à peu près là dans mon travail. Et l'étape suivante, maintenant, c'est votre métier. En fait, en fonction de votre cœur de métier, etc., là, il y a encore pas mal de choses. Donc, on arrive sur la partie conformité. Donc, on a des efforts à faire sur la partie nomenclature, donc les règles d'architecture, tout ce qui est décidé au sein de l'entreprise en règles propres, les réglementations nationales, européennes, la RGPD, etc. La partie maîtrise des risques légaux, donc là, à chaque fois, on peut trouver des référentiels effectivement, qui vont venir nous donner les règles du jeu et on les implémente. La confiance et l'intégrité, donc je vous disais les exemples même de simplement le côté immutable, de monter le file system en lecture seule dans les conteneurs. Et après, en termes de visibilité, de clarté, en fait, plus on a la vue de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cluster, au mieux on pourra gouverner. Et un ensemble de frameworks. Donc pour tout ce qui est sécurisation, donc CIS Benchmark, la plupart sont déjà implémentés dans les pods security standards, mais après on a la sécurité du SI, le SOC 2 et Mitre Attack. Donc là, quand on est vraiment spécialisé dans la partie sécurité, on va se concentrer là-dessus. Si on travaille sur des applications de paiement carte bancaire, le PCI DSS, les données de santé pour ceux qui veulent, et puis du Secnum Cloud. Bon. En fonction du métier proprement dit, il faut aller chercher le référentiel et puis regardez ce qui s'applique dans la sphère Kubernetes et Kyverno pourra vous guider sur les plans.
Voilà. Après, ça ne se limite pas. Donc, on a déjà vu quelques aides supplémentaires, mais ça ne se limite pas à un admission controller. Donc, il y a encore un certain nombre d'outils. L'idée, c'est vraiment toujours nous accompagner. Et c'est vivant, il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. Donc, il s'adapte à tous les use cases qu'on peut rencontrer. Donc, typiquement, on parlait de sécuriser la supply chain. On a des images, on ne sait pas d'où elles viennent, etc. Donc, du coup, en partant sur la sécurité, les cluster policy standards, comment on l'a appliqué pour les pods, etc. Une première étape, en fait, c'est d'aller surveiller les registries qui sont autorisés. Donc l'idée, on a nos registries internes qu'on connaît, etc. Là, c'est tout bête. On valide au niveau des pods et c'est une cluster policy de type validate. Et on lui dit, on vérifie que cette fois-ci, le début de l'image correspond à ce qu'on veut. Ça, première bonne pratique, hein, au lieu d'aller chercher directement sur Internet, etc., au moins on a des scans. Et en parlant de scans et d'outils, donc la bonne idée, c'est de faire du SBOM, Software Bill of Materials, c'est d'avoir la recette de cuisine de tout en fait, le contenu de vos images. Donc là, avec CycloneDX, avec Trivi, avec ce que vous voulez, en fait, vous pouvez, c'est un outil à rajouter dans la CI/CD si vous ne l'avez pas encore. Et après, c'est la partie signature. Donc, signer l'image et signer les attestations des différents tests qui ont été passés dans la factory. Et donc là, en fait, on a cette fois-ci, c'est la première fois qu'on rencontre quelque chose qui n'est pas une cluster policy, mais là, c'est une image validating policy. Donc, on check les images. En entrée, là, elle ne tient pas sur un slide. Donc, en entrée, on a Notary, on donne le certificat qui nous permet de vérifier, vérifier les différentes signatures qui ont été mises. Et en attestation, on peut, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, mais notamment la plus importante, c'est le SBOM. C'est vérifier qu'en fait, pour l'image qu'on utilise, on est au courant. Comme ça, s'il y a une erreur, une faille Log4j ou XZ, ou etc., qui sort, on va très vite, au niveau de notre inventaire, pouvoir savoir quelles sont les images impactées. De ça, donc ça c'est la suite de l'image. En fait, on a des règles. Je ne rentre pas sur l'implémentation des règles, mais vérifier que l'image a bien été signée, vérifier que les attestations ont été signées avec Notary et vérifier que le SBOM est présent. Et là, on est déjà quand même en termes de robustesse, etc., on est bon. Donc ce n'est pas Kyverno qui fait ça, mais c'est Kyverno qui permet de vérifier qu'en fait tout est bon en aval. Et nous, au sein de notre cluster, on sait qu'on est on est sur des choses sécurisées. Et si le stagiaire arrive et il dit tiens, je prends cette image parce que je fais mon POC, etc., non, tu t'essayes dans un environnement sandbox, etc., mais pas ici. Autre use case, la partie nettoyage. Donc, que ce soit pour des POC, des environnements éphémères ou juste des applications longues, etc. Là, il y a deux façons complètement différentes de voir les choses. Donc, en fait, on a du cluster cleanup policy. Donc, on est toujours côté Ops, etc. Et donc, on a différents patterns. Là, j'ai mis un exemple toutes les 5 minutes. Donc, typiquement, il faut penser pour des produits qui sont à la journée ou à la semaine, etc. Là, c'est viré sur une expression cron. On peut dire, voilà, au bout de 7 jours, j'efface. Au bout de la journée, j'efface. Et c'est, voilà, pour toutes les ressources, on sait qu'il faut les effacer. C'est une première façon de faire. Une autre façon de faire qui est aussi intéressante, là, cette fois-ci, ça donne l'autonomie aux équipes. C'est sur les ressources actuelles, les ressources que l'on connaît déjà, de type deployment, cron job, etc. Juste en positionnant un label pour invocation de Kyverno, en fait, on lui donne un time to live. On sait que cette ressource-là, à partir du moment où elle est créée, ses jours sont comptés, elle sera automatiquement supprimée. Donc là, l'avantage, c'est pour une fois, ça renvoie la balle et ça donne de l'autonomie aux équipes. J'avais un exemple de démo avec Kyverno Test, donc l'outil en CLI, j'avais dit on pouvait déjà vérifier unitairement les ressources. Kyverno Test, donc là c'est pour appliquer les bonnes pratiques, les appliquer à nous-mêmes en fait. On rédige un cahier des charges en fait, de notre policy. On prend une ou plusieurs policies, une ou plusieurs ressources d'exemple, et puis on fait les cahiers des charges. On dit pour telle policy, tel rule, sur ces ressources-là, elle est censée passer. Telle policy, tel rule, sur cette policy, elle est censée fail, etc. Et ça permet de tester, parce que nous, quand on évolue, je vous disais, pour les Kyverno policy, pour tout ce qui était sécurisation des conteneurs, et en fait on pouvait le faire avec le versionning. Là, pour les autres, on les gère peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, si on commence à éditer, à mettre des nouvelles versions, et en fait, l'idée c'est de les tester tout avant et vérifier qu'il n'y a pas de régression avant de le mettre en production. Et donc là, si on fait Kyverno test, on se retrouve avec en fait directement le reporting. Donc ça, à intégrer dans la CI/CD au plus tôt. Donc comme ça, on applique les bonnes pratiques sur notre propre périmètre.
Donc là, en fonction de... Donc du coup, on a vu tout ce qui était interdiction. On a d'autres cas d'usage, voir si ça peut apporter des choses, etc. Donc comme un mini-opérateur, en fait, Kyverno peut générer à la volée en fait, des ressources. Donc là, j'ai l'exemple en fait, pour la création d'un namespace. Je veux automatiquement mettre en place les quotas, mettre en place une network policy par défaut qui bloque tout en ingress. Et donc, hop, on peut faire la démo, elle est assez rapide. C'est toujours sur le même principe. Donc là, j'ai une network policy, donc cluster policy, mais par contre, elle s'applique ici au namespace. Je lui donne un nom, elle s'applique au namespace, et j'exclus les namespace système pour éviter d'aller faire des choses mauvaises. Par contre, elle est de type generate. Donc, au lieu de validate, comme on avait tout à l'heure, là, on est en generate, et on donne la ressource qu'on va créer. Donc là, à chaque fois qu'on va créer un namespace, on va pouvoir créer. Donc là, je rajoute, donc là, je crée une de type ingress dans le namespace. Donc une network. Je vais y arriver. Network policy, c'est l'équivalent d'une règle de firewall. Et donc, du coup, pour tous les pods, on va bloquer en ingress. Je mets une deuxième qui est... donc je la crée. J'en ai une deuxième pour la partie ajout des quotas. Donc là, pour tous les namespaces, je vais automatiquement créer un quota. Donc je dis maximum 4 CPU. Et donc en request, 4 CPU, 8 Go pour les pods, et en CPU, 8 en limite, maximum 8 et 16. Donc ça permet comme ça d'éviter d'exploser les ressources, surtout dans des environnements de dev. Et le nombre de pods maximum, c'est un exemple. Et donc là, la finalité, c'est de vérifier. Donc j'ai créé les deux. Donc je commence à avoir un petit paquet de règles entre tout ce que j'ai installé depuis le début. Et là, je recrée un nouveau namespace qui s'appelle gen demo, juste pour ma démo. Il n'y aura rien dedans, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de regarder en fait, au niveau de mon gen démo qui vient d'être créé. En fait, il a créé donc, une network policy. On la voit là, on peut la décrire. Donc voilà, elle vient d'être créée, et surtout dedans, bon, je retrouve ma spec. Donc j'ai créé, et après j'ai le quota qui est créé. Donc ça permet, voilà. Ça peut se faire différemment avec du Argo CD, etc. Mais là, c'est une façon, si on n'a pas les outils, etc., de s'assurer qu'en fait, pour une ressource créée, on a toutes les ressources filles créées, etc. Donc le nombre de pods, le CPU, la RAM, etc. Un autre type, on avait dit que ça pouvait s'installer en termes de mutation. Donc celle-là, je pense, j'irai pas plus loin, c'est la plus longue. Je l'ai fait. Donc l'idée, en fait, de base, si je reprends le dessin, en fait, je mets des labels. Donc là, je vais altérer les ressources. Donc du coup, sur un namespace, en fait, je vais venir ajouter des labels, par exemple. Sur un pod, je vais venir ajouter des ressources CPU, request, limit. Et en fait, j'injecte un sidecar, histoire de voir un peu. Voilà. Donc comme ça permet c'est un 3 en 1. Ce que j'aime bien dedans, en fait, c'est qu'en fait, elle s'applique. Hop. Donc là, je fais la première. Pour un namespace, j'ajoute deux labels. Un premier qui est hard-codé, le deuxième qui va chercher dans la request le nom du namespace. Je vais le rechercher dans les spécifications de mon objet request. Je la crée. La deuxième, c'est pour injecter. Donc, elle est de type, ce que je n'avais pas précisé tout à l'heure, donc elle est de type mutate. Elle s'applique au deployment. Cette fois-ci, la première s'applique au namespace, celle-ci s'applique au deployment. Et on fait un patch strategic merge, c'est-à-dire que si ça n'existe pas, je vais venir rajouter un container supplémentaire. Donc là, c'est Properties Exporter. Et dessus, juste pour attirer l'attention, donc je mets un volume, je le monte, mais j'ai aucune trace des ressources request limit. C'est intéressant pour la finalité, c'est qu'en fait, là, ici, je rajoute une dernière policy qui est pour les pods. Cette fois-ci, pour les pods, j'exclue Kube System. Et là, ici, c'est pareil, en mutate, patch strategic merge, je peux rajouter donc, des limites et des requests pour les CPU RAM. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas, je vais venir les setter. S'il y en a, eh ben, je n'y touche pas. Ça permet d'être sûr, là on disait pour l'optimisation du scheduler, etc., d'être sûr que dans tous les cas, il y a un truc. Elle n'est peut-être pas valable, mais après ça c'est pas grave, le pod aura des problèmes de performance. Donc j'ai créé mes policies, voilà, là j'irai pas plus loin pour aujourd'hui, il y a la totale. Et je veux créer, pour la première, je crée un namespace, hop, je le crée, donc du coup il est créé, il est, je ne sais plus où, mute namespace, 3 secondes là.
Et surtout, dedans, quand j'affiche le contenu, donc, il m'a rajouté le installé par Kyverno qui était hardcodé et mon namespace, il a été cherché le nom du namespace. Je ne suis pas allé chercher bien loin, mais juste pour dire qu'en fait, dynamiquement, on peut rajouter des choses, des champs calculés. Si je crée maintenant un deployment, donc c'est un deployment qui est une version, sinon s'il était en latest, il ne passerait pas. Mais juste, j'ai un seul conteneur et je n'ai pas précisé les request limits. Donc là, j'ai un seul conteneur, je n'ai pas les request limits, je vais le créer. Et là, cette fois-ci, donc on est sur du mutate, on voit qu'il est créé. Et quand on regarde dedans, là, je vais avoir besoin du... Quand je remonte, j'avais juste donné le nginx, le nom et le port. Il m'a rajouté les CPU request limit. Et en fait, il m'a aussi installé un deuxième conteneur qui est le Prometheus, etc. Et celui-là, il a subi les deux mutations, c'est-à-dire que je n'avais pas précisé, je fais l'injection, je n'avais pas précisé, il se retrouve, alors qu'il vient juste fraîchement d'être créé, il a aussi les request limits. Voilà. Et c'est la dernière démo. Dernier slide, c'est pour vous dire que c'est toujours vivant. Et en fait, sur la dernière release, en fait, on s'aperçoit, on récupère donc des nouvelles, au lieu des cluster policy, on a des mutating policy, des generating policy, des délais et des trucs pour le délai effacé. Et on a des nouveaux formats pour tout ce qui est CEL, etc. Donc vraiment, le projet continue à vivre et à implémenter des bonnes choses. Voilà. Donc j'espère que je vous ai prouvé que Kyverno c'était de la dynamite, référence. Je travaille chez Sphere, donc Julien Canon, je suis architecte cloud et je suis passionné de tout ce qui est sécurité, open source. Et surtout, je pense que le point plus important, c'est la curiosité. En fait, c'est ça qui fait avancer. J'aime bien regarder à droite, à gauche, etc. J'adore aussi passer des certifications, mais pour moi, personne ne m'oblige. Et donc, c'est comme un peu des escape games. Et donc, il y avait celle de Kyverno. Tant qu'à faire, je me suis dit, je vais la passer. Voilà. Et si vous pouviez, donc c'est la 5e fois que je le donne, mais je suis toujours preneur des open feedback. Si jamais vous avez constructif ce que vous voulez, je les regarde et j'ai beaucoup fait évoluer par rapport au retour précédent. Voilà. Accessoirement, j'aime bien le rétro gaming, donc ça m'amusait de le faire avec une télécommande. Si vous avez des questions. Alors, il y a un micro où je répéterai les questions, sinon vas-y. Oui, donc quand tu fais du marketing, ça ne va pas trop bien se passer avec Cargo CD. Ah, voilà, en fait, il faut choisir ses biens. Là, l'avantage, c'est que le landscape CNCF, il y a plein d'outils. Si on fait du GitOps, je pense que c'est pas. Voilà. Il y a des choses en fait, on peut faire les deux. C'est jouable, mais il faut regarder. Pareil, les autogènes. Les autogènes avec du Flux ou du Argo. Voilà. Mais il y a, voilà, ça se paramètre et j'ai des exemples de collègues qui font et en fait ils gèrent bien. En fait, faut que chacun ait son périmètre. Et qu'il ne faut pas que ça. Voilà. Tu dois dire à Argo, tu peux ignorer ces modifications. C'est ça. Et inversement, à Kyverno, voilà, ça se tue. Mais voilà, je pense que quand on est arrivé en termes de maturité, qu'on fait du GitOps, ces options-là, en fait, on peut s'en passer. Juste une question, justement, le GitOps, ça m'intéresse parce que c'est le problème qu'on a. Est-ce que cet outil, parce que moi, j'avais vu la CLI, ouais. Est-ce que ça serait un outil pour valider avant de merger, par exemple, une modification? Est-ce que ça serait l'outil que tu conseillerais ou autre chose plutôt Mais donc, oui, en fait, après, c'est parce qu'on voit tout de suite le côté cardinalité. Si on veut, la CLI est tout à fait faite pour mettre dans la CI/CD. Donc, on peut. Par contre, on se retrouve quand on commence à jouer, à implémenter beaucoup de policies, ça fait beaucoup de choses. Donc, le mieux, c'est de se servir de Kyverno Test, où là, c'est le cahier des charges. C'est plus facile de maintenir un YAML avec toutes les règles, plutôt que le faire une à une, parce que sinon, ou alors il faut faire une boucle for, commence à faire du shell, etc. Mais voilà, tout ce qu'on peut tester en amont. c'est plutôt que Kyverno Test pour voir ce qu'on peut déjà passer dans la CI/CD pour éviter justement la fameuse cale, ouais. Et puis rajouter, corriger au fur et à mesure avec Kyverno Test et rajouter cette cale dans la CI/CD. Alors, la cale, c'est le mode enforce dans le cluster. Et je pense que la CI/CD, le bon cas, c'est en fait, on a une policy, on se prend les exemples des pods qui
les bons exemples, les bons élèves, les mauvais élèves, et les contre-exemples, on se fait son cahier des charges, et comme ça, en fait, alors, non, ça, ça permet de tasser en agrégation. Là, toi, c'est le Kyverno Play, et dans ce cas-là, en fait, effectivement, c'est en amont, tu appliques réellement les ressources, les policies sur les ressources, c'était hors cluster, et tu peux tester donc Kyverno Play. Voilà. Et après, si il faut le faire pour toutes tes ressources, je pense qu'il faut faire une boucle. Tu pourrais faire un M-template, prendre ça et mettre ça à Tout à fait, oui. Si tu travailles avec Helm, oui, Helm template, c'est exactement ça. Pardon, c'est fini. Il reste une dernière question. Non. Si vous avez des questions, On le fait en off.